Salut à tous, c'est Stéphane et tu écoutes le podcast Le Switch. Aujourd'hui, je partage avec toi une interview d'entrepreneur. Comme tu le sais, ou peut-être pas encore, ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leurs histoires. Au fil de nos épisodes, nous explorons des vies, des parcours et rencontrons des individus qui bousculent le statu quo, car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire fascinante que je m'apprête à partager avec toi. J'espère que tu prendras autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le faire. Bonne écoute à toi. Bonjour Alexia, je te remercie de nous rejoindre aujourd'hui sur notre podcast Le Switch. Merci Stéphane, en tout cas, je suis très honorée d'être parmi les invités du Switch. En tout cas, ce qui est très intéressant et qu'on va voir avec toi, c'est évidemment, on va parler d'entrepreneuriat. Et dans un premier temps, j'aimerais bien que tu nous expliques ou que tu nous dises un petit peu quel est ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé à avoir cette activité indépendante. Comment es-tu, c'est quoi ton rapport avec l'entrepreneuriat? Alors tu vois, je trouve que tu poses toujours cette question et elle est d'un vaste intersidéral, c'est-à-dire qu'il faudrait faire plutôt un podcast déjà d'1 heure et demie pour que l'invité réponde et ensuite qu'on attaque la problématique. Alors pour faire court, j'ai eu 1000 vies dans 1000 lieux. Je pense que ma vocation vraiment, c'est l'hôtellerie de luxe. Donc j'ai commencé là-dedans, j'ai fait ma formation là-dedans, j'ai adoré. Seulement c'est quand même une industrie de chiens, faut le dire. Après avoir repris une formation de coach, en fait, j'ai réalisé, enfin, je crois même profondément que pour faire ce qu'on fait au boulot, pour être qui on est, dans tous les jours, il faut pouvoir développer une confiance ancrée. C'est-à-dire pas une confiance, qui s'écroule comme un château de cartes parce que quelqu'un nous a fait une remarque sur notre travail ou un commentaire qu'on a interprété. Pas un excès de confiance, mais celle qui nous ancre profondément et qui nous permet d'avancer, d'explorer, de faire de nouvelles choses. Et c'est ce que je fais justement en tant que coach. J'aide les leaders principalement à développer cette confiance ancrée. J'ai une appétence, un goût pour les leaders que j'appelle trop intenses. Si vous l'êtes, j'ai pas besoin de préciser le mot. Justement, évidemment, la question que j'allais poser, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'un leader trop intense? Comment tu décrirais un leader trop intense, de façon, générale? Ah bah déjà c'est trop intense, tu l'as entendu. Tu es trop intense, trop curieuse, trop émotive et ça peut être au masculin, là je prends l'exemple féminin, mais c'est, trop difficile à suivre, tu poses trop de questions et donc ce trop, cette accumulation de trop, c'est des choses qu'on nous renvoie. Les amis, la famille, l'entourage, la hiérarchie et donc on en vient à se poser des questions parce que on a plusieurs caractéristiques, c'est qu'on va réfléchir très vite, on va faire des liens entre des choses qui en apparence n'ont pas vraiment de lien, mais qu'on a du mal à expliquer parce que ça paraît logique, mais en fait ça l'est pas vraiment. On a cette relation aux émotions, soit, c'est trop intense, c'est-à-dire que c'est volcanique. Je suis, trop bien, ça va pas, je vais mourir, on va tous mourir. C'est la Et aussi fin. la fin, on n'a plus d'argent sur les comptes, c'est horrible. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que les scénarios qu'on se fait sont rares. Il y en a, alors là, on est des Spielberg, hein, on a des Oscars, toutes les nuits, mais c'est toujours pour des films très dramatiques, post-apocalyptiques. Il y a aussi cette clairvoyance qui fait qu'on voit arriver des problèmes, mais pas pour dire: «Oh mince, il y a des problèmes», mais parce qu'on a cette capacité à trouver des solutions, à rebondir. Donc Oui. c'est un spectre aussi, donc il y a plein de caractéristiques, mais disons que c'est les grandes et c'est surtout ce que nous renvoient les autres. On est trop pour eux. Je trouve que les termes et la façon dont tu en parles, c'est assez intéressant parce qu'en réalité, c'est des choses que je peux voir autour de moi. Mais là, sur l'entrepreneuriat, alors, Mmh. parce que là, peut-être que si tu veux voir le coup, j'ai l'impression que tu en as quand même un paquet des gens qui sont trop intenses. Bah oui, mais pourquoi? Il y a 2 types de, d'explications pour moi. On est trop pour le système de l'entreprise. On n'arrive pas, on n'est pas bien, on est bien avec un patron que si on l'admire et on le Ouais, respecte. ouais, Donc, problème avec la hiérarchie.
comme j'ai dit, on voit les problèmes en entreprise. Bon, la nana qui attire que des problèmes, enfin qui voit que des problèmes, c'est un peu relou. Bref, on a un problème avec l'injustice. Alors dans l'entreprise, bah, il y a de l'injustice, donc ça vient nous chercher. Le monde de l'entreprise vient vraiment nous chercher en tant que salariés. Donc il y en a qui fuient et ils vont se mettre à leur compte. Et ils vont se mettre à leur compte, pas forcément pour les bonnes raisons. C'est vraiment pour fuir. Parce que ce qu'on oublie dans l'entrepreneur, on ne voit que la liberté et le trop intense va dire: «Bah, en fait, je serai qui je suis, je fais ce que je veux, c'est pas grave», mais vient la solitude, ce Mmh. cerveau qui tourne en boucle et en fait, c'est un espèce d'hamster qui descend jamais, il est sous extat et en fait, il bade et ça va pas et il y en a qui arrivent pas à passer à l'action. Et puis il y a ceux pour qui vraiment l'entrepreneuriat, c'est un espace pour s'épanouir. Ils sont faits pour ça. Donc il y a ceux qui fuient et ceux qui, entre guillemets, cette case, j'ai horreur de ça, en fait, ils la décorent, ils l'agrandissent et ça leur convient. La liberté et la responsabilité de l'entrepreneur leur correspondent. Oui, oui, Voilà. mais complètement. J'ai l'impression que tu as quand même, peut-être un peu plus que juste, ces 2, enfin, la fuite et ceux qui redécorent un petit peu, à leur sauce et c'est à leur image et Mmh. ils font, justement une entreprise à leur image et un peu un monde à leur image aussi, un travail à Mmh. leur image et ils s'épanouissent énormément. En fait, il y a aussi, j'ai l'impression, sur la partie, parce qu'on parle mine de rien aussi de stimulation intellectuelle. Il y a aussi des endroits où en fait Tout à tu fait. t'ennuies, en entreprise, tu peux avoir la frustration. Je partage en termes d'exemple, si tu es dans une boîte qui est une énorme boîte qui est très Mmh. hiérarchisée, qui prend énormément de temps, les choses vont pas assez vite, c'est très, et là, tu peux avoir, pas nécessaire, enfin, peut-être que ça part d'une volonté de fuir ou de se mais ce que tu vas avoir aussi dans l'entrepreneuriat, c'est justement toute cette stimulation qui, pour le coup, se gère, peut-être pas si mal que ça quand tu as ton cerveau qui mouline. Après, les up and down sont Tout à très fait. up ou très down parce que ça va avec pour Mmh. exactement les raisons que tu décrivais tout à l'heure. Mmh. Mais pour le coup, ce qui est aussi, ce que j'ai comme impression, c'est que ça va aussi, très vite en termes de renouveau, potentiellement et de Alors là, propositions. tu as tout à fait raison. Alors, en fait, quand tu m'as dit: «Il y a plus que 2 extrêmes», bien évidemment, là, j'ai fait un raccourci, mais c'est tout un spectre. On y va pour différentes Mmh. raisons. Il y a notre personnalité, il y a notre histoire, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est pas forcément et uniquement notre intensité. Tu as des gens qui, oui, seront dans l'inconfort en tant que salariés, parce que ça va pas assez vite, parce qu'on n'est qu'une petite case et pourtant, ils vont faire de cet inconfort, hem en gros, une acceptation, c'est-à-dire: «Mais en fait, moi, mon job, je le fais en 2 heures dans la journée. C'est génial parce que ça me laisse le temps de lire des livres, d'écouter des podcasts, d'apprendre d'autres choses». Ça leur laisse justement du temps pour explorer, nourrir ce cerveau et c'est pour ça que Mmh. je disais que l'entrepreneuriat n'est pas forcément pour tout le monde. Oui, ça va le nourrir, mais honnêtement, quand il y a tout à faire, ah ouais, ça va les nourrir niveau, marketing, niveau offre, mais ta compta, tu crois que ça te nourrit? Il y en a qui vont un peu pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire que cette Mmh. stabilité, ce salariat, pour eux, bah, en fait, c'est, justement une opportunité incroyable pour faire d'autres choses, Mmh. pour nourrir leur cerveau. Mmh. Non, non, comme, tu le sais, le nom du podcast, c'est le switch et je vais revenir sur Ouais, toi, ta vie ouais. d'entrepreneur. Parce que tu sais, tu as cette question, qui se pose au départ quand tu lançais ce podcast, je me disais: «Tu as un déclic», tu sais, on entendait beaucoup: «Ouais, tu as un déclic qui fait que Mmh. tu y vas» et en fait, plus ça va, plus en réalité on arrive sur le fait qu'il y a peut-être beaucoup de déclics. Toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu en as eu un? Est-ce que tu en as plusieurs? Quel a été, le déclic? Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer en tant qu'entrepreneur? Alors je pense que le déclic, c'est une fraction de seconde, mais la réflexion, elle tourne dans le back office depuis bien longtemps. C'est-à-dire ce «a moment», il vient quand tout s'emboîte. Mmh. Je je pense, parce que c'est aussi ça comme ça que les trop intenses, fonctionnent et je dis pas que les non trop intenses n'ont pas de déclic, pas du tout, mais je pense que moi, c'est venu par plein de petites choses, c'est-à-dire cette réalité que je bougeais énormément de pays. À C'est vrai. chaque fois, je devais me réinventer. Donc c'est génial, hein, j'ai été salariée, j'ai expérimenté plein de trucs, ça me nourrissait. Seulement à un moment, il y a: «Ouais, mais en fait, je rêve de stabilité».
J'ai envie d'un truc à moi qui me nourrisse. J'ai envie de d'avoir cette flexibilité du lieu. J'avais plus envie de me réinventer. J'avais un truc qui je voulais du sens, mais alors, la quête de sens vertigineuse qui te tient éveillé jusqu'à 3 heures du matin, non. Je voulais quelque chose qui m'anime et au bout d'un moment, je me suis dit: «OK, en fait, j'ai besoin de changement». C'est devenu vital et c'est ce déclic. Mais en fait, la réflexion, elle tournait en rond depuis longtemps, je pense Mmh. et c'est là où je suis vraiment j'ai osé le pas du coaching. Parce que un peu l'allergie de, c'est la mode, le mot coach ne m'allait pas du tout. Je crois que j'ai passé 4 mois à dire: «Je vais pas m'appeler coach, je vais appeler autre chose, faut que je trouve autre chose». Voilà. J'ai l'impression quand même que dans ce que tu dis, tu as des gros éléments, qui plantent en effet le décor et le contexte. Ce que je trouve drôle, c'est que tu parles de rêve de stabilité et on parle d'entrepreneuriat et que tu nous le lises comme ça d'un air tout à fait naturel, mais, est-ce que c'est pas un peu antinomique? Pas du tout. Je pense qu'en fait, n'ayant pas de stabilité, j'ai pas de chez moi, j'ai pas de meubles, je vis en Chine, dans le nord, dans le sud, et puis ensuite, Singapour et puis ensuite, le Vietnam, et puis donc en fait, ma vie est instable. C'est un choix, j'ai besoin de ça. Je ne peux pas vivre en France, ça ne me nourrit pas assez. Mon quotidien ne me nourrit pas. Cependant, c'est épuisant de faire son trou social, la maison, tout. Ça prend une énergie de dingue. Le faire en plus professionnellement dans des coins pas très dynamiques, en fait, c'est pas possible. Et donc, n'ayant aucune stabilité par choix, hein, dans ma vie, j'ai eu besoin de stabilité dans ma carrière. Mmh et du coup, l'entrepreneuriat t'a ramené cette stabilité Ouais. et je C'est-à-dire pense que que ça va avec ton fonctionnement aussi. Donc ça bouge beaucoup et du coup, tu sens pas vraiment c'est tu sais comme dans on dit, dans le tu as ton confort dans l'inconfort, en fait. et alors j'ai besoin de l'inconfort. J'ai besoin d'être tout le temps en train d'apprendre. C'est pour ça que vivre en France me va pas. C'est ma langue, ma culture, mon pays, tous mes familiers, pour moi, c'est atroce au quotidien. Par contre, le fait de me dire: «Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais et je peux le faire de n'importe où, n'importe quand», c'est d'une stabilité, mais pas enfermante. C'est Mmh. un contenant. Pour moi, c'est un contenant et à l'intérieur, je fais plein de trucs, tout le temps. Je trouve ça inspirant, parce que c'est ce qui rend, épanoui et quand tu en parles et que tu expliques, ça prend totalement sens pour toi et c'est comme que ça fit avec ta vie. Avec le recul, quelles sont les étapes qui ont vraiment, parce que là, ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Si on compte l'expérience à Shanghai, je dirais évidemment que c'était bien avant, 7 ans, 8 ans et là en coaching, c'est simple, ça fait 5 ans. Et donc avec le recul, quelles sont les étapes qui ont vraiment marqué ton parcours entrepreneurial? Parce que tu as évidemment, grandi, Mmh. comme tu Mmh. le disais, appris, comme tu le disais. Donc il y a eu plusieurs étapes, plusieurs chemins. Ouais. Comment ça s'est passé? Quels sont justement ces points marquants? Je pense que là, pour moi, le premier point marquant, c'était la légitimité et je l'entends de toutes les personnes qui franchissent le pas. C'est-à-dire, c'est maintenant, seulement, qui suis-je pour faire ça maintenant? Et comme beaucoup, je ne dirais pas que c'était idiot, mais avec le recul, je me dis, c'était nécessaire, mais pas que je me forme au coaching. C'est-à-dire que je me disais pas: «Je vais apprendre les techniques», mais un diplôme. Jamais personne ne m'a demandé mon diplôme depuis que je suis devenue coach. Mais j'avais l'impression qu'en gros, si je pouvais dire: «Regardez, j'ai un diplôme», Tu as le droit, ça allait quoi. rassurer. Ouais, voilà, ça allait rassurer les gens, j'allais gagner en légitimité. Donc déjà, je pense qu'au tout début, il y a cette quête de légitimité qu'on à laquelle on répond de manière un peu différente, parce qu'une fois qu'on a son diplôme, on se dit: «Oui, mais en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience». Oui, d'accord, mais c'est sans fin cette histoire. Donc tu commences à trouver des clients et puis ensuite, il y a surtout en tant que coach, hein, mais je pense que ce problème pour avoir travaillé dans le marketing, il est vrai pour tout le monde, c'est: qui est mon client? Qui est ma niche? Parce qu'à vouloir coacher tout le monde, on coach personne et on parle à personne. Et mon mentor m'avait dit, «Ta niche te trouvera». Je trouvais ça hyper inquiétant. Genre, me trouvera, un jour on sonnera à ma porte, un jour et en fait, oui, elle m'a trouvée parce que les premiers clients, c'était les cobayes pendant ma formation qui ne se connaissaient pas du tout, qui n'habitaient pas dans le même pays, qui ne parlaient pas la même langue, pas les mêmes âges, pas les mêmes activités. Je disais tout à l'heure. Ce que tu décris, j'ai l'impression que tout le monde est comme ça.
Et en fait, effectivement, tu attires à toi, par ton énergie, par qui tu es, par tes mots, tes pairs, enfin, des gens qui te ressemblent. Et donc, moi, ça a été un bon, en fait, il faut que j'assume. Pareil, ce coach, trop intense, enfin, HPI, là, ça y est, on tombe dans le cliché de la mode, c'est terrible, c'est pas possible. Donc il y a eu la légitimité et ensuite au-delà de l'effet de mode, au-delà des mots, au-delà des cases, créer un business qui lui ressemble. Donc il y a eu ça. Et ensuite, la dernière étape pour moi, elle a eu lieu il y a 1 an et demi. Je me suis rendu compte qu'il était temps que j'assume une deuxième partie de, de moi dans mon activité. On l'a dit tout à l'heure, on a besoin d'être stimulé intellectuellement. Le coaching me prend de l'énergie. J'adore ça, mais je peux pas en faire 8 heures par jour. J'ai besoin d'un pendant qui me donne de l'énergie, qui me stimule. Moi, c'est simple, il faut qu'on me donne j'aime et j'ai une capacité à simplifier, structurer du chaos. Et donc, j'ai développé en parallèle l'accompagnement Pocket Brain. C'est-à-dire, je vous file mon cerveau, les gars. Apportez-lui, du chaos, des problèmes, vous voulez réfléchir et en fait, mais mon cerveau est au taquet. Il n'en peut plus et ça me recharge en énergie, ça me recharge pour donner en coaching et j'ai eu du mal à assumer ça et ça m'a pris vraiment, j'ai été accompagnée là-dedans, hein, pour l'assumer. Donc à assumer qui je suis et comment je fonctionne dans mon entreprise. Mmh. Là, ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu, du travail, que c'est pas par hasard, en fait, que ça a été pensé, heu, pour pouvoir, justement, déjà durer et pour que Mmh. toi, tu puisses te sentir bien dans ton activité. Quand tu commences ton entreprise, tu dis: «Je vais parler de mes offres, je vais parler de mon entreprise». Oui, oui. Mais en fait, au bout d'un moment, faut y aller. Christine Petit-Colin, qui donne une définition de la vulnérabilité qui me parle. Être vulnérable face à quelqu'un, c'est s'avancer tout nu vers lui en espérant qu'il s'ait coupé les ongles. Mmh. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est pas être à poil pour être à poil et tomber dans le pathos et raconter toute sa vie et tout ça. Mais en fait, on y met surtout, parce qu'on est trop intense, on y met nos cœurs, on y met nos tripes dans notre entreprise. Elle transpire qui on est, elle transpire ce qui nous anime. Et pourtant, c'est hyper dur à assumer. Ah ouais. Mmh. Ensuite, dans les autres, questions que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu as déjà fait un choix qui était, justement contre-intuitif, mais qui au final a payé sur le long terme? Au début, tu disais: «Non mais pas bonne idée, mais vraiment, faut que j'y aille, je vais le faire» et au final, avec le temps, tu t'es rendu compte que c'était, mais heureusement que tu es passé par là. Mmh. Ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt, un exemple où j'aurais dû écouter ma petite voix. Parce que Mmh. là, quand tu dis une intuition, je pense que celle qui te dit: «Ah, faut pas y aller» et en fait, fallait y aller, c'est de la peur. Par contre, Mmh. celle qui te dit: «Faut pas y aller» et fallait pas y aller, c'est de l'intuition. Donc déjà, arriver à faire la différence entre de l'intuition et de la peur. Ah, j'ai fait plein de choses, hein, avec la peur parce qu'il faut si, par exemple, je travaille beaucoup sur un projet qui est un peu à part. Pareil, j'ai besoin de me nourrir, donc je fais autre chose et qui nourrit cette, heu, cette capacité à faire des liens et à créer et à mettre de l'ordre. Avec ma partenaire qui s'appelle Anne Topno, on a créé les soirées de l'audace. Donc on accompagne des leaders justement à partager leur histoire sur scène, à assumer qui ils sont. Et elle me dit: «Super, on va faire une soirée». Donc elle forme dans la prise de parole en public. Donc elle, quand elle est sur scène, elle prend vie, elle est extraordinaire, elle a été formée, elle fait plein de choses. Moi, je j'ai jamais fait, enfin, ça me dérange pas de parler en public, mais j'ai pas de formation. Elle me dit: «On l'anime toutes les 2, hein?» Ouais, animer la soirée là, comme ça sur scène, ouais, non. Et en fait, j'étais terrorisée parce que moi, je n'ai jamais, j'ai aucune légitimité à le faire et je me sentais à côté d'elle encore moins légitime. La première, elle était on est à la 6e. En novembre, on a la 6e. Mais Félicitations. merci, et quel plaisir, Ouais. en fait. Parce que cette soirée, en fait, j'ai pris du plaisir.
Cette soirée, des gens de l'assistance nous ont dit: «Mais moi aussi je veux le faire, je veux monter sur scène» et en fait, c'est pour l'instant, ça s'auto-alimente et là, on vient de préparer l'accompagnement des 3 prochaines oratrices, parce que ce sont des femmes et je me dis: «Mais heureusement que j'ai osé» parce que bon, bah, j'étais terrorisée. Bon, j'ai toujours, forcément, maintenant avant de monter sur scène, je suis là: Bon, une mais appréhension, mais ça t'empêche pas d'y aller, quoi. exactement et ça, tu vois, avec le recul, si j'avais pas assumé, on serait passé à côté d'un truc sympa. C'est sûr et puis c'est libérateur. C'est ça qui est, particulier avec la prise de parole en public parce que ça a un effet, libérateur et de sauter comme ça, on a l'impression qu'on saute dans le vide et en fait, on se rend compte que, bah, non, pas tant que ça et si en plus tu as des choses à dire, c'est super, super intéressant et tu sais, ça fait plusieurs fois que tu parles de légitimité et du coup, on sait que ce soit toi, que ce soit moi, on a aussi, pas mal vécu à l'étranger et avoir besoin de voir d'autres choses, de découvrir d'autres choses et est-ce que tu vois cette recherche de légitimité et cette façon de la considérer, c'est pas ça vient pas justement de la culture et de l'environnement français qui fait qu'on est toujours sur cette, volonté de prouver un petit peu, la raison pourquoi on fait ce qu'on fait? Bonne question. Hem, je dirais avant ça qu'elle est aussi liée à l'intensité. Parce qu'en fait, on n'est pas des expertes au sens propre du terme. Parce qu'on aime tellement de choses, on a changé tellement de vie, de carrière, de hobby. Donc on a aussi ce côté: «Qui suis-je? Alors que ça fait que 2 ans que je fais ça ou 3 ans que je fais ça», alors que tu as des gens qui font 10 ans. Alors qu'on a fait des choses, limitées dans le temps, on va dire, aux yeux de l'expert et on Mmh. pourra jamais être un expert parce qu'on s'emmerderait à faire 15 ans la même chose. Donc je pense que d'un côté, c'est lié à notre intensité. Culturellement, je ne sais pas si, des Vietnamiennes, des Chinoises, des Qataris, souffrent du manque de légitimité de la même manière, j'en sais rien, en fait. Ouais, c'est, tu vois, en termes et la raison pour laquelle je posais la question, c'est que ce rapport vraiment Mmh. à tu vois, que tu parlais du diplôme, du papier Ah oui, qui montre que, tu vois? Enfin, c'est ça pour le coup, ça oui. à l'étranger, quand tu bouges, par exemple, bah, sur les Vietnamiens, moi, en tout cas, je sais que j'ai appris l'entrepreneuriat ici, enfin, en Asie, c'est c'est de façon générale ce que c'est bah, on tente, on voit. Donc tu sais presser un citron, tu peux très bien Oui, te motiver à prendre ta petite, roulotte et vendre des jus de citron, sans te poser trop de questions, ouvrir un café aussi sur les mêmes, ouais. tu vois? Ça va pas Je t'interpeller pense qu'il y plus a que des ça. si, mais je pense qu'il y a plusieurs dimensions à ça. Différentes layers. C'est-à-dire que culturellement au Vietnam, il y a une réalité financière. Je pense pas que ce soit par passion de presser des citrons qu'ils pressent des citrons. Mmh Il y a mh. une nécessité, bien, c'est un complément, j'ai besoin d'un complément de revenu, une laxité des lois ou une absence de loi, donc tu as le pays qui te permet, mais en même temps, tu as une nécessité qui te pousse à. Dans des pays, je dirais, comme le Vietnam. Mmh. Pour ce qui est du diplôme, effectivement, alors là, on a le côté opposé américain. Moi, j'ai travaillé pour une chaîne américaine d'hôtels qui s'appelle Ritz-Carlton. Alors ton diplôme, on s'en bat l'œil et il y avait un principe qui, moi, m'a fascinée. J'avais 21 ans, j'avais quasi rien non, j'avais rien vu du monde. En gros, tu travaillais, comme serveuse au café du lobby. Au bout d'un an, tu pouvais dire: «Mais moi, je veux être RH». Eh bien, les 2 chefs de département se parlaient. Ils se disaient: «Oui, elle a les capacités à». Pendant 6 mois, tu faisais ce qu'on disait tu faisais un cross training, donc tu faisais l'alternance des 2. Et si à la fin, tout le monde était content, tu transférais. Jamais en France, tu as un truc comme ça, jamais. Et donc, tu vois d'où j'arrive avec la question de la légitimité. Et ce qui était intéressant dans ce que tu disais, c'est que là, c'est toi qui te bloques sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Je Tout je à fait, je parle de toi, mais comme, tout à fait. où je m'y reconnais, aussi, sur la plupart, justement des échanges que j'ai. Je trouve que c'est vraiment très fort, Mmh. chez les Français et je pense que culturellement,
on a ce besoin de justifier ou en tout cas de légitimer par le diplôme, par la formation, et cetera. Et derrière, en plus, et bah, ça t'enlève pas ce sentiment d'illégitimité, tu vois? Non, Et non, non. c'est là où je pose la question, est-ce que tu as pas l'impression, fort de justement tes expériences, Ouais. qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant de se dire déjà au départ en disant: «Attends, en fait, tente Ah et mais ose». exactement, exactement. Mais quand tu disais que c'était culturel, alors là, on rentrait dans un débat philosophique parce qu'effectivement, tu as le milieu dans lequel tu as évolué. Tu as des femmes qui, en France, n'ont aucun problème de légitimité parce qu'elles ont baigné, elles ont grandi dans une famille où on leur disait, alors pas tous les jours, hein, mais tout est possible. Tu veux être président de la République? Vas-y. Tu veux balayer les rues? Vas-y. Donc elles ont grandi en disant: «Tout est possible». Donc tu as ton environnement familial. Ensuite, tu as la nécessité. Est-ce que financièrement, tu dois te sortir, voilà et passer à l'action? Mais est-ce que les lois de ton pays le permettent? Enfin, c'est tout un mix qui fait que, oui, c'est très commun pour les Français et pourtant tu as des Français et des Françaises qui n'en souffrent pas. Voilà, Tout à donc fait, bien sûr. C'est aussi, une question de personnes et en effet d'environnement et la raison pour laquelle, la légitimité me faisait, m'interpeller, c'était sur le fait d'oser dont tu parlais parce que du coup, ça peut empêcher de faire des bien sûr. choses. Comme, on a l'occasion avec toi d'avoir, un œil sur plein d'endroits. Tu nous fais, voyager dans plein d'endroits avec, beaucoup d'expérience et de gens que tu as accompagnés dans ces différents contextes. C'est intéressant d'avoir ce ressenti, ce que toi tu peux palper Mmh, et j'avais ce sentiment, à ce niveau-là que oser c'est tellement essentiel pour entreprendre et bien que sûr. tu as une sorte de frein et on parle pas mal de ces freins et en effet, tu parles des lois, tu parles de l'environnement, en France et je pense qu'aussi d'un point de vue personnel, on peut Bien sûr. avoir cet aspect qui est souvent, repris et qui est vraiment, quelque chose qui pèse, sur Mmh, les entrepreneurs et qui empêche d'oser. Donc ça, c'était tout à fait. vraiment un point que je pense qui était vraiment intéressant dans ce que tu disais parce que malgré tout ce que tu fais, malgré l'énergie que tu dégages et ce que tu proposes, et on a quand même cette légitimité qui est revenue plusieurs fois et du coup, je me Ouais. dis: «Bah, tu vois, Alexia, est-ce que, au final, tu aurais peut-être plus osé ou est-ce que même c'est vraiment quelque chose sur lequel tu travailles pour justement passer outre, pour faire des choses et proposer tout ce que tu proposes?» Alors maintenant ça va mieux. Je je passe à l'action, même si j'ai peur. Je pense aussi que quand on est solopreneur, tu as cette solitude. Vraiment et d'avoir quelqu'un qui dit mais comme tu viens de le dire, hein: «On s'en fout, vas-y quoi, qu'est-ce que tu as à perdre?» D'avoir quelqu'un qui te raisonne en fait, qui raisonne ce hamster qui bade tout seul dans son coin là, en fait ça aide beaucoup. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce que je me dis à chaque fois, j'utilise un outil très simple. Si tu n'avais aucune peur, qu'est-ce que tu ferais? Et donc, je me sors 10 trucs et je me dis: «OK, laquelle te semble la moins terrifiante?» Je dois être dans l'inconfort. Je le sais maintenant, je dois assumer ce besoin d'inconfort et je suis pas non plus maso, je vais pas me jeter dans le vide sans parachute. Donc, quels sont les petits pas d'inconfort que je suis prête à faire vers mon objectif? Du coup, tu anticipes la question que j'avais après qui était, celle de savoir quels seraient les conseils que tu donnerais à un entrepreneur qui débute? Qui suis-je pour donner ces conseils? Hem, je dirais de j alors, souvent on est en manque de revenus, on est en manque de légitimité. Trouver des pairs, Ouais, un mentor. Ensuite, je dirais passer à l'action, tout de suite. Faire. N'attendez pas d'avoir la plus belle page de vente, n'attendez pas d'avoir les plus belles photos professionnelles. Testez. Des bêta-testeurs, testez votre idée, vendez-la, faites une promotion, peu importe, testez et pour gagner du temps. ouais. Et un truc tout bête, quand on commence, c'est là où on met en place des bonnes habitudes. C'est pas quand on fait 100 000 €, 1 million de chiffre d'affaires, c'est déjà mort en fait. Enfin mort, plus compliqué. Donc prenez le temps de célébrer chaque petite victoire. On se dit: «Non, mais dès que je signe ce contrat, je le célèbre» et puis en fait, dès qu'on a ce contrat, on se dit: «Ouais, mais alors maintenant, il faut que je passe à l'action, faut» et donc là, on se met la pression.
Seulement, on rentre dans une logique où on est toujours en train d'anticiper, de stresser, d'être jamais dans la satisfaction de ce qu'on a pu et su faire. Ça veut pas dire: «Génial, j'arrête de bosser». Ça veut dire: «Waouh, en fait, ça, je l'ai fait». J'aime En beaucoup celui-là. Il est tu vraiment, et c'est pour les intenses ou pas les ou trop pas. intenses ou pas Exactement, trop intenses, c'est vraiment, exactement, le fait de célébrer, les petites victoires, y aller pas à pas, c'est exactement. super important. Et ça peut être des trucs idiots, hein. Ça peut être, se regarder dans le miroir et dire: «Non mais trop bien». Tu vois? On devait avoir 10 prospects alors qu'il y a, je sais pas, une semaine, on en avait zéro. Mais rien que ça, en fait. Mmh. Le jour de la signature du contrat, célébrer plus gros, go big. Bah, tu veux faire quoi? Je sais pas moi, tu veux te payer une bouteille de champagne? Paye-toi une bouteille de champagne. Tu veux appeler quelqu'un et dire combien tu es content? Fais-le. Et même si ça paraît stupide, même si ça prend 10 secondes, de prendre cette habitude, ça envoie aussi au cerveau le fait que tous les efforts, toute l'énergie qu'on y consacre jour et nuit, parce que l'entrepreneur, il fait pas du 8-17. C'est pour quelque chose et ressentir la satisfaction, c'est hyper important parce que ça recharge aussi les batteries pour continuer, en fait. Ouais, c'est, bah, tu vois, tu donnes de très bons conseils, donc tu disais: «Qui es-tu?» Bah, tu es entrepreneur. Oui, Donc, non, non, mais c'est franchement, je pense que c'est précieux comme partage et j'avais une question aussi sur, si tu recommençais aujourd'hui, est-ce qu'il y a ouais. quelque chose que tu referais différemment? Oh ben oui, bien sûr. Je n'ai aucun regret parce qu'il faut pas avoir de regrets. Seulement si tu me dis: «Vas-y, demain on se lève, et on recommence», je ferai des choses différemment. Je parlerai vraiment de cette solitude, de la briser tout de suite et un truc qui encore pour moi est difficile, vraiment. Moi, il va falloir que je sois, en train de me noyer, plus d'air dans les poumons, papier, pour demander de l'aide. Alors qu'en fait, c'est déjà trop tard. C'est oser demander de l'aide, un conseil, avant qu'en fait ça soit trop tard. Et ça, être vulnérable parce qu'on a l'impression que c'est de la faiblesse, il y a que dans nos yeux que c'est de la faiblesse. Et les gens sont contents d'aider. S'ils le peuvent, s'ils veulent, ils sont contents d'aider. Du coup, je te propose de finir avec, des questions, de portrait chinois d'entrepreneur. Je vais poser la question et puis, naturellement, tu me réponds ce qui te passe par la tête, la première chose qui arrive. Si tu étais une valeur d'entreprise, tu serais? Le le bonheur, OK. Waouh! Si tu étais une compétence clé, tu serais? L'adaptabilité. Si tu étais une erreur qu'il vaut mieux faire tôt, tu serais? Demander de l'aide à quelqu'un de pas du tout adapté. Si tu étais un outil digital, tu serais? Heu, allez, ChatGPT. Si tu étais un moment dans la journée d'un entrepreneur, tu serais? Le café du matin, Ouais, d'accord. seul, seul. Si tu étais un livre business, tu serais? On n'est pas schizophrène, donc je serai pas forcément business, mais j'ai pas les codes de Christine Ah Petit-Colin. oui, ouais. Si tu étais un slogan, tu serais? Just do it. Eh bien, écoute, c'est une jolie façon, de finir et de clôturer cet épisode de podcast. Merci beaucoup Alexia pour ce Merci à partage, pour ton honnêteté et aussi ton franc-parler. J'ai beaucoup apprécié aussi les pépites que tu as partagées avec nous. Je trouve que ça va permettre à beaucoup d'entrepreneurs et les intenses comme les pas trop intenses, de pouvoir avoir des astuces, des éléments pour avancer. Donc merci beaucoup pour ça. Merci à toi Stéphane, parce que vraiment, j ça n'était pas un problème de légitimité, je tiens à le dire, mais je me suis dit: «Tiens, je suis invitée à partager mon expérience, tant mieux. Même une, je Absolument. serais contente». Exactement. Merci beaucoup. Merci. Chers auditeurs, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch, c'était Stéphane. Reste à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui écrivent leur propre destin.
Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur ta plateforme ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_le Switch. Je répète, Stéphane_le Switch. À dans un mois pour un nouvel épisode.